Le débat. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de notre débat avec Pierre Kupferman, avec Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier bien sûr, et avec Seydi Eren, le cofondateur du groupe Diagadom. Merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. On va parler de l'audit énergétique mis en place le 1er avril dernier pour les passoires, les appartements classés F et G. Qu'est-ce que cela implique pour tout le secteur finalement? On va commencer par remettre les choses à plat avec vous, Pierre. Quels sont tout d'abord les biens concernés par cet audit obligatoire? Pierre. Donc pour le moment, ce sont tous les logements classés F ou G, oui, ce qu'on appelle les passoires thermiques justement, que leurs propriétaires souhaitent vendre. Et donc, il faut rajouter qu'à partir du 1er janvier 2025, ça va quand même arriver assez vite, cette obligation concernera également les appartements et les maisons classées E. En quoi ça consiste concrètement cet audit énergétique, Pierre? Le vendeur doit montrer aux acquéreurs potentiels 5 documents. Un état des lieux général, donc caractéristiques thermiques, géométriques, informations sur le type de chauffage, de ventilation, d'éclairage du bien. 2, une estimation de la performance énergétique de ce bien. 3, des propositions de travaux, de rénovation permettant d'améliorer le niveau de cette performance énergétique. 4, une estimation des économies d'énergie que ces travaux permettraient de réaliser et un ordre de grandeur du coût de ces travaux. Alors on ne parle pas d'un devis en bonne et due forme, mais d'un ordre de grandeur. Et puis 5, c'est peut-être pas le plus difficile à obtenir, les principales aides publiques dont l'acquéreur... Oh si, bon Pierre. Je pensais que c'était la partie la plus facile, comme quoi, que c'était une liste automatique. Bref, les principales aides publiques dont l'acquéreur pourrait bénéficier s'il fait ses travaux. L'idée, c'est évidemment d'apporter une information objective à celui qui envisage d'acheter une passoire thermique, pour qu'il décide en connaissance de cause si son achat est raisonnable, au bon prix, s'il paie effectivement un prix qui prend en compte finalement les travaux qu'il va éventuellement devoir faire pour ne plus être considéré comme une passoire thermique. À qui on le confie cet audit, Pierre? Alors, si vous vendez une maison, ça peut être un diagnostiqueur immobilier certifié, un bureau d'études ou une entreprise qualifiée audit énergétique en maison individuelle ou une entreprise labellisée RGE. Et si vous vendez un appartement ou un immeuble entier, ça arrive, ça peut être un bureau d'études audit énergétique des bâtiments ou un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique, on le précise. On parle du prix de l'audit? Oui, on va peut-être avoir la confirmation, mais globalement, après, pour une maison, il faut compter entre 800 et 1500 euros, et pour un immeuble entier, ça peut grimper quand même jusqu'à 10 000 euros. Seydi Eren, vous êtes cofondateur du groupe Diagadom, donc c'est entré en vigueur le 1er avril. Quand on voit à quel point il a été difficile d'établir déjà la façon de mettre en place le DPE, le diagnostic de performance énergétique sur lequel est basé l'audit énergétique ensuite, on imagine que cette mise en place est compliquée déjà dans les premières semaines. Oui, on va revenir là-dessus, mais avant tout, j'aimerais rappeler déjà le rôle du diagnostiqueur, parce qu'en ce moment, on a l'impression que le diagnostiqueur, il fait seulement du DPE. Et là, l'audit qui va se rajouter, mais le diagnostiqueur immobilier, il réalise d'autres diagnostics qui sont importants, tout aussi importants pour la santé que pour le logement. Il y a l'amiante, il y a le plomb, l'électricité, le gaz, les termites et plein d'autres diagnostics. Et là, on a rajouté... On rajoute le DPE dernièrement et maintenant l'audit énergétique. Le DPE était déjà là. Oui. On l'a réformé. Et d'ailleurs, cette réforme qui est arrivée en juillet, elle a mis vraiment, on était sous les feux des projecteurs. Et c'est là où on a parlé beaucoup des diagnostiqueurs. On a eu une sacrée pression sur nous parce que on a l'impression de décider quand même du sort d'un logement. Donc concrètement, votre DPE, s'il est en G ou en F, vous n'allez pas pouvoir le louer. Oui. Il va y avoir une décote. Donc il y a quand même une pression. Et la pression n'est même pas redescendue, que maintenant on nous dit qu'il faut réaliser des audits énergétiques. C'est un train qui va très vite. Et effectivement, vous le dites, ça part de ce fameux DPE pour lequel déjà le diagnostiqueur sur le terrain n'a parfois pas tous les documents nécessaires. Donc c'est son expertise, son expérience, les documents sur lesquels il se base qui peut donner la note à un appartement, mais cette note peut varier en fonction de logements qui n'auraient pas fourni les mêmes informations et qui sont identiques, pourraient ne pas donner la même note. C'est déjà très compliqué à la base. C'est déjà un peu complexe. Après, il faut rappeler que le DPE, nous, on aime bien dire ça, c'est un outil collaboratif quand même. C'est un outil collaboratif et surtout, c'est un outil qui est évolutif. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas figé. Je vous donne un exemple concret. On a intervenu chez une cliente il y a un mois, au dernier étage d'un immeuble des années 70, toiture, terrasse.
On fait le DPE, on arrive en F, parce qu'elle n'avait pas d'information si la toiture terrasse, il y avait eu des travaux ou pas. Elle arrive à obtenir, parce qu'elle était en F, elle ne voulait pas rester en F, un document du syndic qui nous dit que dans les années 2000, il y a eu des travaux d'isolation qui ont été refaits. On rentre cette information et on atterrit en E. Donc déjà, on sort de la passoire thermique. Ouais. C'est pour ça que c'est pas figé, c'est évolutif. Nous, diagnostiqueurs, malheureusement, cette info, on ne peut pas l'avoir. Donc on va rentrer la valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, c'est ça aussi qui va venir handicaper un peu le DPE. On va revenir évidemment sur l'audit. Marie, c'est tout le secteur qui est transformé finalement depuis cette loi climat et résilience, depuis presque 2 ans. Bien sûr, mais moi je trouve que toutes les intentions sont bonnes. Après, c'est la mise en pratique. Moi, je reste à dire, je sais que je me suis fâchée avec beaucoup de gens, même dans la rédac, sur la question de l'audit énergétique. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Encore plus que le DPE, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, on va chiffrer les travaux, on va chiffrer les gains potentiels, et puis surtout, on va donner de la lisibilité, de la visibilité aux banques. J'arrête pas de vous dire depuis quelques jours qu'en ce moment, vous avez une problématique autour des banques qui ont déjà du mal à donner du crédit, tout court. Oui. Mais quand il s'agit de passoires, elles sont en train de définir des critères spécifiques quand il s'agit de passoires thermiques. Et donc, par exemple, en prenant moins ou quasiment plus en compte les loyers que vous allez percevoir quand vous investissez dans une passoire, pour ceux qui achètent même leur résidence principale, on va leur dire ouais, bah très bien, mais ton taux d'endettement, il sera beaucoup plus faible au max que pour tous les autres. Donc concrètement, l'accès au crédit, il est compliqué pour l'achat de passoires parce qu'elles manquent de visibilité, les banques, sur les travaux qui seront nécessaires et les gains que feront les acheteurs, les candidats à l'achat. Donc moi, je pense que l'audit énergétique en soi va donner plus de visibilité, va potentiellement fluidifier le marché. Le problème, c'est derrière. Je veux bien entendre que les diagnostiqueurs ont des difficultés à récupérer des documents, mais il y a d'autres problèmes qui s'accumulent pour les diagnostiqueurs. Il y a aussi des sujets de certification, il y a aussi des sujets d'usurpation de certification dont on nous a déjà beaucoup parlé à l'antenne, d'assurance. Il faut savoir que c'est eux qui portent le risque. C'est-à-dire que pareil, sur l'audit énergétique, c'est quand même sur eux que porte la responsabilité de la décote d'un logement. Enfin... C'est ça qui est très important. Mais d'ailleurs, est-ce que tous les diagnostiqueurs aujourd'hui se lancent? Parce que là, c'est un grand saut dans le vide quand même. Il y a ceux qui disent on y va et ceux qui disent non, j'y vais pas pour le moment, c'est trop risqué. Certes, ça va payer plus, mais c'est trop risqué. C'est ça. C'est vrai que si on voit d'un côté business, on se dit ok, on peut vendre ça à 800 € ou autre, ok. Mais déjà, je rappelle... Pas cher, dans le bas de la fourchette. 800 €, mais alors le travail demandé est bien plus long sur un diagnostic. Encore une fois, il n'y a pas de fourchette, mais nous, chez Diagadom, par exemple, on a une fourchette entre 500 et 1000 € parce qu'on ne peut pas intervenir sur les immeubles. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que là, on est dans une période transitoire qui va d'avril à décembre. Donc là, concrètement, il y a beaucoup de diagnostiqueurs qui attendent de voir à quelle sauce on va être mangé. Donc là, les logiciels sont encore en rodage. Donc je pense qu'on a aussi retenu un peu la leçon de la mise en place un peu laborieuse du DPE. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et il faut se dire que tous les diagnostiqueurs ne veulent pas devenir auditeur énergétique, et on l'a vu sur les chiffres, on a fait une étude sur 9000 diagnostiqueurs certifiés DPE, il n'y en a que 17% qui se sont formés à l'audit énergétique. Et pourquoi ? Donc, pour quelle raison ? Parce que ils attendent de voir un peu ce qui va se passer, parce qu'il faut avoir des connaissances en pathologie et en chiffrage de travaux, et il faut savoir que nous, auditeurs, c'est pas dans notre ADN, on est en train de le devenir, c'est un nouveau métier pour nous, on est en train d'apprendre un nouveau métier, et tout le monde, clairement, n'est pas prêt. Mais c'est ça, mais cette période de transition comprend la formation. Vous donnez aussi des formations Tout à fait. Chez vous. Même mettre en place une formation pour quelque chose qui n'est pas définitif, dont vous avez dit le logiciel n'est pas prêt, c'est compliqué aussi. Alors, on va même plus loin. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun décret qui régit les jours de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour devenir auditeur, si vous êtes certifié DPE, demain, si vous formez une journée dans un centre de formation, vous pouvez vous dire auditeur. Donc rien que ça déjà, ça veut dire que nous, le gouvernement nous a pas dit bon vous en tant que centre de formation, au centre F, le centre qu'on a en interne, il va falloir former les auditeurs de telle manière au minimum tant de jours. Donc nous on a quand même vu qu'il y avait une problématique et on a poussé un peu plus loin. On les forme sur les pathologies, sur le logiciel, et ça il faut le faire parce que devenir auditeur ça s'invente pas. Mais devenir ça ne s'invente pas. Vous dites pour le moment il y en a qui attendent, mais ils vont se faire dépasser en termes de chiffres parce que la demande va être extrêmement forte. Il va y avoir besoin d'auditeurs. Peut-être que les demandes de diagnostic vont se concentrer sur le DPE et l'audit et que finalement ça va pousser tous les diagnostiqueurs à s'y mettre à terme. C'est une réalité. Maintenant ça va pousser tous les diagnostiqueurs à s'y mettre. En juillet, il y a une table ronde qui va être mise en place par la DHUP auquel on est convié en tant qu'organisme de formation. Donc il y a des nouvelles choses qui vont être mises en place. Je pourrais vous tenir informé. Et en janvier, là, 2024, on parle déjà d'une certification pour les auditeurs. Parce que pour l'instant, pour devenir auditeur, il faut juste se former. Pas de certification. Donc rien que là, déjà, il y a un problème. Après, on a fait cette étude, on a constaté qu'il n'y avait que 17%. Et on a vu la carte de Marie Cœur de Roy. On s'est dit, tiens, on va aller voir, on va se faire un petit exercice, voir si dans les zones où il y a le plus de passoires énergétiques,
Est-ce que les auditeurs sont là? Ben non. Les zones où, sur la carte de Marie Cœur de Roy, c'est rouge, sur notre carte, c'est également rouge. Donc là aussi, il y a un problème. Ça veut dire que dans tous les endroits où il faudrait des auditeurs, il n'y en a pas suffisamment. Donc ça va bloquer chez les notaires. Et il y a un moment où la vente, il y a des ventes qui vont être décalées. Ouais. Pierre. J'ai juste une question. Quel risque prend un auditeur s'il se plante dans son audit? Parce que vous disiez, Et particulièrement dans cette période de transition. Bah oui, puisque vous disiez problème de formation pour certains. Ouais. C'est quoi le risque? Le risque, en fait, clairement, tout est porté sur nous. Si, imaginons, je fais un chiffrage à 50 000 euros et que finalement, il y a 70 000 euros. Donc là, après, c'est pour la poire du James Seeker. Ça veut dire que c'est son assurance qui va prendre en charge 20 000 euros de différence. cet écart. Exactement. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut pas se permettre d'avoir autant d'écart. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les retours qu'on a, nous, avec nos experts, on est tous les jours au téléphone avec eux, on les voit tous les jours pour savoir quelles problématiques ils rencontrent sur le terrain et comment on peut leur apporter des solutions. Par exemple, une solution concrète qui aurait pu être mise en place, c'est un catalogue des prix des travaux. Là, aujourd'hui, si vous voulez, un auditeur, donc un diagnostiqueur qui devient auditeur, il doit aller faire sa petite enquête. Donc, comment ça se passe? Il va sur différents sites internet, sauf que nous, on s'est rendu compte que les prix n'étaient pas les mêmes. On va appeler des entreprises. L'entreprise 1 nous donne un chiffrage, l'entreprise 2 nous donne un autre chiffrage. Donc, nous, déjà, à notre niveau, chez Diagadom, on a commencé à constituer un catalogue de prix. Pour vous donner à peu près un chiffrage, parce qu'il faut aussi avoir une logique quand on fait un audit, il faut déjà agir sur l'enveloppe du logement. Donc ça veut dire isolation des combles, isolation des murs, isolation du plancher. Ça, il faut compter entre 30 et 40 000 euros de travaux. Ensuite, on agit sur la ventilation, pompe à chaleur et ballon d'eau chaude thermodynamique. Là, il faut compter entre 25 et 30. Rajouter à ça les travaux induits, 10, 20 000 euros, Ouais. on arrive pratiquement à une enveloppe de 100 000 euros de travaux. On va jeter un œil sur le monde avec Annalisa Capellini, comme tous les jours en France. Annalisa, on se presse, on le dit, pour atteindre ses objectifs. Et à Bruxelles,